Larry Fink est sans conteste l'homme le plus controversé de la finance. Le monde semble prendre conscience de la réputation sulfureuse de Larry Fink. BlackRock. Une entreprise gigantesque d'une taille absolument ahurissante. En 2021, il a été rapporté que BlackRock gérait 10 000 milliards de dollars pour ses clients. Pour mettre cela en perspective, la troisième plus grande économie du monde, le Japon, ne vaut que 5 000 milliards. Une entreprise de la taille d'une nation, mais qui ne rend de compte à personne. Larry occupe une position de pouvoir immense que ses détracteurs disent qu'il abuse sans limite tant que cela augmente les profits. Ces dernières années, cependant, Larry Fink s'est montré de plus en plus vocal pour changer les choses en mieux. Il défend un avenir plus vert, plus durable, et il mène personnellement la charge. Larry a-t-il changé et est-il devenu une force puissante pour le bien? Ou bien tout cela n'est-il qu'un coup de publicité? Une piètre tentative de dissimulation pour un homme habitué à agir dans l'ombre, désormais traîné dans la lumière contre son gré? Alors que certains s'interrogent sur la dualité de l'homme ou le sens de la vie, Larry Fink ne se préoccupe pas de ces futilités. Larry se débat avec une question bien plus importante. Comment peut-il devenir l'un des hommes les plus puissants du monde? Comment peut-il, lui, le modeste fils d'un cordonnier, être mentionné dans la même phrase que des présidents et des dirigeants mondiaux? La solution évidente reste la politique. Naturellement, Larry s'inscrit à l'UCLA pour étudier une licence en théorie politique. Puis, dans un de ces moments amusants, quelque chose d'apparemment insignifiant change tout. Lors de sa dernière année, Larry suit quelques cours supplémentaires en immobilier. Et il adore ça. Larry ne veut plus devenir président, mais plutôt un magnate de l'immobilier. Ensuite, après avoir obtenu son Master of Business Administration en 1976, il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il veut faire, mais son objectif reste le même. La grandeur. Comme beaucoup de diplômés en finance ambitieux, il part là où naissent les légendes, Wall Street. Le truc, c'est que Larry ne sait pas pourquoi les légendes viennent de Wall Street, ni l'épreuve qui l'attend là-bas. Âgé de 34 ans, Larry est à un carrefour. Il a travaillé près de 10 ans chez First Boston, une banque d'investissement à New York. Mais il vient de commettre une erreur critique, une erreur qui va bien plus que froisser ses plans bien ordonnés de domination mondiale. Revenons en arrière, d'accord? Il a commencé chez First Boston en 1976, au département négociation d'obligations. Bien qu'en tant que juif, il fasse face à la xénophobie de l'époque. Wall Street est aveugle à la croyance et à la couleur. C'est purement une méritocratie de l'argent. Si tu peux faire de l'argent, c'est tout ce qui compte. C'est un peu comme l'université Giga. Et alors là, Larry a vraiment trouvé sa vocation. Il a imprimé de l'argent par millions. Comment? 3 mots. Titres adossés à des hypothèques. Des mots qui donnent des frissons à Wall Street aujourd'hui, mais dans les années 1980, ils sont à la mode. Larry a contribué à créer cet instrument, à le populariser et à en tirer de grands profits. Il a connu un immense succès chez First Boston. En moins de 2 ans, il a été nommé directeur général, le plus jeune de toute l'histoire de l'entreprise. De plus, il avait attiré l'attention de ses supérieurs. Larry a appris par la rumeur qu'il était même pressenti pour devenir président-directeur général. Avec ce succès soudain, l'ego de Larry a gonflé. Il a commencé à irriter les gens et, selon ses propres mots, je cite, « J'étais un crétin ». Tel Midas, tout ce qu'il touchait devenait or. Wall Street met les hommes sur un piédestal mais les fait tomber tout aussi vite, il suffit d'un faux pas. Larry, dans un effort pour s'assurer la couronne dorée de président-directeur général, fait un pari énorme. Confiant que les taux d'intérêt vont augmenter, il positionne la société pour en tirer profit. Il a veillé à ce que la société soit protégée en cas d'erreur. Quand le grand pari de Larry échoue et que les taux d'intérêt baissent, Larry hausse simplement les épaules. Il avait anticipé cette possibilité et s'y était préparé. Ou du moins, il pensait l'avoir fait. Imaginez maintenant l'horreur lorsque ses collègues lui annoncent qu'il a commis une erreur. Il avait monté son opération sur des chiffres erronés. Une simple erreur, mais une erreur coûteuse.
100 millions de dollars envolés. Bien qu'il ait rapporté au moins 1 milliard de dollars à l'entreprise au cours de sa carrière, le jeune prince de Boston devient un paria au sein de la société et peu de temps après, il se retrouve sans emploi. Larry a toujours réussi en prenant plus de risques que les autres, mais a finalement échoué pour la même raison. Pour la première fois, Larry a soigneusement pris en compte le risque, le pesant dans la paume de sa main. Une drogue puissante, aussi enivrante que dangereuse. Larry avait appris une leçon douloureusement pénible, mais il comptait bien l'utiliser à son avantage. Il allait devenir un professionnel de la gestion du risque. Déterminé, Larry crée l'équipe d'élite des traders. Ce n'est pas simple, surtout en étant le paria de Wall Street, mais il réussit à former son équipe. 8 vedettes au total. Maintenant, il ne lui manque plus qu'un soutien financier. Ce qui est étonnamment difficile après avoir perdu 100 millions de dollars. C'est alors que Larry rencontre Stephen Schwarzman, financier légendaire et cofondateur de Blackstone. Si vous voulez en savoir plus, j'ai peut-être fait une vidéo à son sujet. Pour une participation de 50% dans l'entreprise, Schwarzman finance 5 millions de dollars pour la jeune société nommée BlackRock. Attendez une minute, Blackstone et BlackRock? Oui, je sais, ils ne sont pas les plus créatifs. L'idée de Fink de créer une entreprise pour gérer les risques fonctionne, bien que ce soit un travail stressant. La société de gestion des risques et d'actifs de Larry et Steven devient rentable en quelques mois et en un an gère déjà des milliards de dollars. Cependant, il ne faut pas longtemps avant que le duo ne se heurte. Larry veut attirer les meilleurs talents chez BlackRock et il décide d'offrir une part de propriété de l'entreprise comme appât. Il veut que cela vienne uniquement de Steven. Larry affirme que lui et son équipe réalisent tout le travail. Il estime donc que Stephen devrait céder une part de sa propriété. Mais dans un acte que Steven décrira plus tard comme une erreur héroïque, Steven tient bon. Dans ses propres mots, je croyais qu'une fois que vous signez quelque chose, vous deviez vous y tenir. En 1994, bien que BlackRock gérait plus de 50 milliards de dollars, les deux parties ne cédant pas. Aucun ne recule et ainsi les deux magnates de la finance se séparent. Steven construit Blackstone, Larry se concentre sur BlackRock. Aujourd'hui, les deux entreprises bâtisseurs sont toutes deux des empires tentaculaires et les deux hommes sont milliardaires. Après l'introduction en bourse de BlackRock en 1999, l'entreprise entre dans une ère de croissance et d'expansion rapide. Pour concrétiser sa vision d'un empire tentaculaire, Larry multiplie les acquisitions pour BlackRock au début des années 2000. À chaque acquisition, BlackRock connaît une forte croissance, ses actifs sous gestion augmentant spectaculairement chaque année. Pourtant, c'est en 2009 que Larry va acquérir ce qui fera de BlackRock une puissance mondiale. Des titres adossés à des créances hypothécaires, vous vous souvenez. Larry, le caïd de ce genre de titres dans les années 80, avait depuis retenu la leçon. Depuis 20 ans, il s'était consacré à développer son empire de gestion des risques, à étendre son influence et à renforcer sa portée. Mais les mortgage-backed securities n'avaient pas disparu comme par magie. En fait, ils avaient jeté un sort sur la finance américaine et l'avaient aussitôt corrompue. Pour en savoir plus sur les mortgage-backed securities, il existe d'excellentes vidéos détaillées comme celle-ci. Larry, qui connaissait bien les dangers des mortgage-backed securities, avait limité l'exposition de BlackRock à ces titres volatiles. Wall Street, en revanche, s'était gavé de ces titres adossés à des hypothèques sans vraiment comprendre à quel point ils étaient pourris. D'énormes géants financiers ont réalisé que les milliards investis dans ces actifs s'évaporaient sous leurs yeux. En voyant Bear Stearns perdre 90% de sa valeur et le titan Lehman Brothers devenir le Titanic, tout le monde a commencé à paniquer. C'était un désastre pour beaucoup, mais une chance pour quelques-uns. Les entreprises gérées de manière conservatrice, comme JP Morgan, ont réussi à racheter des concurrents mal en point à bas prix, comme vous pouvez l'apprendre dans notre biographie de Jamie Dimon. Larry n'avait pas l'intention de manquer la fête. La banque Barclays a racheté une partie de Lehman effondrée, pensant faire une bonne affaire, avant de réaliser qu'elle avait acheté l'équivalent financier de déchets nucléaires. La situation s'est rapidement détériorée et Barclays a eu besoin de lever des fonds importants très rapidement. Alors ils ont sorti leur joyau de la couronne, Barclays Global Investors ou Barclays Global Investors. Au sein de Barclays Global Investors, il y avait iShares Exchange Traded Fund, le plus grand émetteur d'Exchange Traded Fund au monde à l'époque. Larry a refusé de laisser passer l'occasion. L'une des rares entreprises encore liquides, BlackRock a racheté Barclays Global Investors pour 13,5 milliards de dollars.
Bien qu'on en parle rarement, c'est cet accord qui a fait de BlackRock le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Comme si cela ne suffisait pas, les Exchange Traded Funds passifs comme iShares allaient devenir extrêmement populaires au cours des années suivantes. Les Exchange Traded Funds gérés activement peinent toujours à égaler les rendements des Exchange Traded Funds passifs à faible coût. Avec une emprise sur les Exchange Traded Funds passifs, juste avant leur essor en tant que véhicule d'investissement, Larry Fink devait se sentir plutôt satisfait de lui-même. En plus d'acquisitions réalisées au bon moment et à des prix encore meilleurs, BlackRock se distingue de ses concurrents. Les investisseurs, désormais avides de trouver un refuge sûr pour leur argent, se ruent vers BlackRock, relativement épargnés, et le supplient de prendre leur argent. Si cela ne suffit pas, ces instruments d'investissement, comme les titres adossés à des créances hypothécaires qui impactent des entreprises mondiales, sont extrêmement complexes. Les entreprises coincées avec ces investissements peinent à les comprendre. Seuls quelques rares initiés les maîtrisent vraiment. Et Larry Fink devient soudainement un homme très populaire. Tout le monde veut que Larry examine leur portefeuille d'investissement et partage sa sagesse, moyennant finance bien sûr. Même la Fed, qui tente de recoller les morceaux d'une économie en ruine et d'arrêter l'hémorragie, a Larry en numéro abrégé et le fait venir pour consulter sur la restructuration et le rachat des banques en faillite. Alors que la finance américaine met des années à se relever, Larry a réussi à tirer profit de la crise. Il en ressort avec des amis haut placés, plus d'argent que jamais, et ce qu'il a toujours voulu, l'influence d'un président, une entreprise comme une puissance mondiale, sans aucune campagne, ni un seul vote. Le vrai pouvoir. Larry a toujours voulu être important, et maintenant qu'il l'est, plus qu'il n'en a jamais rêvé, il adore ça. BlackRock et son dirigeant Larry Fink exercent un pouvoir et une influence indéniables sur les institutions et les nations. Par conséquent, ils ont récemment été placés sous le feu des projecteurs et dans l'ensemble condamnés. Mais est-ce mérité ? La critique principale vise la taille de BlackRock avec 10 000 milliards de dollars sous gestion. C'est beaucoup d'argent, mais cela ne signifie rien. Voyez cela comme des dépôts bancaires. La banque n'en est pas propriétaire, elle les gère pour ses clients. Le total des actifs ou la valeur totale des possessions de l'entreprise pourrait mieux mesurer la puissance. En 2022, les actifs totaux de BlackRock étaient de 117 milliards de dollars, loin des 10 000 milliards. En comparaison, les actifs totaux de Google étaient de 365 milliards, soit en essence 3 fois plus importants. Mais Kevin BlackRock détient-il des parts dans les plus grandes entreprises ? Techniquement, oui. Mais ce sont les clients qui détiennent les actions et les droits de vote. Cependant, BlackRock admet qu'il peut voter au nom des clients, parfois sans aucun avis de leur part. Un autre argument fréquent porte sur les liens de BlackRock avec la Chine. En août 2021, il est devenu le premier fonds commun de placement à s'installer en Chine, malgré les questions éthiques de l'investissement dans ce pays. BlackRock avait investi dans 2 entreprises, iFlyTech et Hikvision, toutes 2 des sociétés de surveillance qui ont été placées sur liste noire par le gouvernement américain pour des violations des droits de l'homme contre les Ouïghours. En 2018 et 2019, BlackRock a été critiqué pour ses importants investissements dans des entreprises à forte empreinte carbone. À une époque, ils détenaient plus de pétrole et de gaz que toute autre société d'investissement. Ils ont aussi été critiqués comme investisseurs majeurs dans des entreprises responsables de la déforestation amazonienne. En 2022, The Guardian a classé Fink parmi les principaux ennemis du climat pour cette raison. Cela dit, pour défendre Larry, il s'est aussi beaucoup exprimé pour améliorer les choses. Pour répondre à ces critiques, Larry a ajouté des Exchange Traded Funds, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour permettre aux clients d'investir uniquement dans des entreprises responsables s'ils le souhaitent. Larry lui-même a lancé un avertissement sévère aux entreprises dans lesquelles il investit. Elles doivent adopter des pratiques écologiques ou risquer de perdre le soutien de BlackRock. Bien sûr, il a fait cela parce que c'est un homme formidable et non parce que ses investisseurs ressentent la pression de l'activisme, critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. À son crédit, il n'a pas reculé, même lorsqu'il a perdu certains investisseurs comme l'État de Floride à hauteur de 2 milliards de dollars dans la poursuite d'un avenir plus vert. Maintenant, certains s'opposent aussi farouchement à l'investissement critères environnementaux, sociaux et de gouvernance pour plusieurs raisons, affirmant que c'est un moyen de promouvoir un capitalisme woke et de forcer subrepticement les entreprises à adopter certaines politiques. Alors que le tribunal de l'opinion publique a rapidement condamné BlackRock, au final, la question de savoir si Larry et BlackRock sont mauvais
ou non, n'est pas productive. Larry Fink a bâti un empire en adaptant sans relâche son entreprise et ses produits autour des besoins de ses clients. Malgré ses défauts, BlackRock permet à ses clients d'investir dans tout, des fabricants d'armes aux entreprises de surveillance, opérant dans des dictatures communistes, jusqu'à celles qui innovent pour lutter contre le changement climatique. Alors que beaucoup réclament une surveillance réglementaire, un contrôle plus strict sur ce géant de la gestion d'actifs, et une réponse à la question de savoir comment un seul homme a pu bâtir une entreprise aussi impressionnante. Au bout du compte, la manière la plus puissante de changer BlackRock, ou n'importe quelle entreprise d'ailleurs, c'est d'accorder vos investissements à vos convictions. Les investisseurs choisissent s'ils investissent en de façon éthique ou non. BlackRock et les entreprises similaires ne font que réagir en conséquence.